est ouverte. Donc, désignation du secrétaire de séance, je vous propose, de la secrétaire de séance, je vous propose donc Lucie de la Cruz, s'il n'y a pas si personne n'est contre, nous y allons afin de faire l'appel. Merci. Angèle Corot. Présent. Antoine Rousseau. Présent. Mireille Schneider. Présent. Hélène Lavergne. Présent. Richard Béraud. Présent. Patrice Kéroche. Présent. Ariane Caro. Présent. Céline Combe. Présent. Lucie de la Cruz. Cyprien Paris. Présent. Jean-Claude Rome. Présent. Angélique Roussol. Présente. Christian Roussel. Présent. Guinard Chalessin. Présent. Estelle Villanova. Présent. Et Stéphane Delattre. Présent. Karine Molitor arrivant en retard et donne pouvoir à Antoine. Laurent Tortosa donne pouvoir à Ariane Carreau. Jean-François Guilloton donne pouvoir à Christian Roussel. Emiliana Braner arrivant en retard et donne pouvoir à Angélique. Sabine Goura est absente. Romain Hernandez donne pouvoir à Céline Combe. Et Valérie Martin donne pouvoir à M. Delattre. Très bien, merci. Donc, vous constatez, le quorum est là. Donc, nous allons passer maintenant à l'approbation du PV, du précédent PV, pardon. Donc, qui est contre, un contre, qui s'abstient. Combien? 3 contre ou... Alors, attendez, on a quoi là? 3 contre, c'est ça? 2 contre? 4 contre. Allez, voilà. 4 contre pour le PV. Donc, pardon? Est-ce que je peux faire un petit commentaire? Ah oui, bien sûr. Parce que pour le conseil, là, on nous demandait à ce que les questions soient mises à l'ordre du jour. Et en fait, on nous a dit que bon, il fallait préciser les questions. Selon le Il fallait, pardon? il fallait qu'on précise. Oh, ça a dû être. Je sais pas comment ça marche un micro. On peut préciser les questions, c'est ça, oui. Oui. Oui, voilà. Qu'il fallait, Oui, tout à fait. qu'il fallait préciser la question. Et donc, vous êtes. Comment dire? Vous avez cité le règlement intérieur pour ça. Pour vous dire qu'il fallait préciser la question. Alors, moi, j'ai regardé le règlement intérieur et il dit au chapitre 5.2. Il dit, une fois établi, le procès verbal est envoyé à tous les conseillers qui ont 15 jours à date de réception pour demander au maire. Alors, attends, juste pour qu'on soit bien clair. On était sur l'approbation de l'ancien PV, d'accord? Oui. Donc, la question, c'est sur les questions futures, c'est sur l'établissement du PV. C'est sur l'établissement du PV et son mode de diffusion. D'accord, très bien. Le chapitre 5.2, donc, du dit règlement intérieur, indique qu'une fois qu'il est établi, le procès verbal est envoyé à tous les conseillers qui ont 15 jours à date de réception pour demander au maire de rectifier éventuellement leurs propos. Oui. Donc ça veut dire que pour valider le PV de ce soir, il aurait fallu qu'on puisse l'obtenir 15 jours avant le 6 septembre. Oui. Donc, là, nous l'avons reçu le 24 août. On n'est pas dans les délais. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans le délai de 15 jours pour pouvoir nous demander de modifier ce qui est inscrit alors au procès verbal. C'est au moins 15 jours, je pense. Voilà, c'est au moins 15 jours. C'est le maximum. Pour le conseil du 21 juin, on a reçu le PV le 14. En fait, on n'a jamais le délai des 15 jours pour pouvoir l'étudier. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse obtenir le PV plus de 15 jours avant le conseil municipal. C'est au moins 15 jours. Donc, Voilà. il faut plus de 15 jours pour lire le PV et voir s'il y a des modifications à faire. C'est ce que vous avez écrit. J'essaie de comprendre. Oui, mais c'est ce que vous avez écrit dans le règlement intérieur. Exactement. On a dû mettre 15 jours, on fait Antoine regarde parce que c'est mon expert. Je ne sais pas. Je sais pas si. C'est clair, c'est clair. C'est tout à fait ça. Après, là, c'est vrai que le 26 août, ça fait 14. Ouais, ça fait 13. Ouais, ça fait 13. Bon, il y a eu les congés et tout. Je vais être dégueulasse, mais je vais dire que c'est la faute des fonctionnaires qui sont en vacances tout le temps. Non, c'est pas ça. Non, mais je plaisante. Au mois de juin. Ceci étant, le mois de juin, c'est vrai. Les autres fois, c'était toujours à date. Donc il faut faire un effort, on est d'accord. Mais là, en l'occurrence. Bon, donc là, on est 13 jours et le 15, voilà. D'accord. Okay. Donc vous avez besoin de 7 jours supplémentaires pour pouvoir l'étudier. Non, mais c'est ok. c'est Souvent, vous prenez référence au règlement intérieur. Oui, non, mais
Oui. moi je prends référence Tout à fait. d'ailleurs pour vous expliquer. D'accord. Donc du coup, c'est pour ça que vous votez contre. Oui, parce que vous n'avez pas pu apporter les modifications que vous souhaitiez. On peut apporter les modifications, D'accord, ok. on les voit dans les Non, mais comme ça, on comprend. Et en général, la retranscription des débats est pas. Mais encore une fois, les débats ils sont ici, sont enregistrés, ils sont Mais oui, diffusés. c'est pour ça. Et un PV, c'est un PV qui doit. La définition, ça doit être au succès. On rentre pas dans. L'idée, c'est pas de faire des tomes. Il n'est pas retranscrit mot par mot. Non, c'est pas mot par mot, mais. Voilà. Et encore une fois, comme c'est enregistré, les gens peuvent se le voir, et ça c'est génial, parce que dans les autres communes, effectivement, les PV ne sont pas retranscrits mot par mot, ils n'ont pas cette chance de pouvoir voir les petites subtilités des uns et des autres. Disons que j'ai envie de dire que les idées ne sont pas retranscrites comme il faudrait. Voilà, de manière générale. D'accord, très bien. Bon, ok. Ceci étant, j'en profite pour te poser une question. Si jamais on doit réviser le règlement intérieur, parce que c'est améliorable comme tout, est-ce que 15 jours c'est quelque chose qui vous semble suffisant? Est-ce qu'éventuellement on peut le baisser à 10 jours pour donner aux fonctionnaires un peu plus de latitude? En général, comment vous faites? C'est quoi votre expérience? Je te pose la question parce que nous, en général, on ne le relit pas parce qu'on est relativement d'accord avec ce qui est écrit dedans. Donc est-ce que 15 jours c'est quelque chose qui mériterait d'être modifié dans un sens ou dans l'autre avec votre expérience? Mais oui, si on attend la réponse du maire qui est de 15 jours aussi, on n'est plus dans les délais. Ah oui, mais... oui, mais la réponse du maire, elle peut venir après le conseil suivant. Pas... Sur les modifications, il n'y a pas de réponse du maire. Vous proposez des modifications et on les met. Les seules fois où elles ont été... vous avez fait une demande de modification, elles ont été inscrites comme vous l'avez souhaité. Non, ça ne nécessite pas que ce soit traité au suivant. C'est pour la validation, en fait, que c'est... Donc, je repose ma question. Est-ce que vous en avez besoin vous avez besoin de plus que ça ou moins que ça? Pour lire le document. Il faut demander à mes policiers, 15 jours c'est bien. Hein. Il faut qu'ils soient policiers. Bon, c'était juste, voilà, parce qu'un jour on fera un toilettage. Et si jamais on pouvait baisser un petit peu, honnêtement, ça ferait gagner de l'énergie aux fonctionnaires. Après, je comprends aussi que... Très bien, c'est noté. Ça mérite une commission de travail là-dessus. Merci. Donc du coup, on était à 4 contre, donc adopté à la majorité. Merci. Et nous passons à la première délibération. Donc délibération numéro 49-2023, donc approbation du plan urbain partenarial modifié au quartier donc des Pontes pour le projet Le Jardin du Château. Et c'est Richard qui nous explique. Merci. Oui, bonsoir. Donc, vous vous souvenez que nous avons voté récemment l'approbation du PUC concernant le jardin du château. Suite à une consultation de l'Église, il s'avère qu'en fait, il faut prolonger le réseau électrique, ce qui entraîne un surcoût de 19 000 euros, à peu près, un peu plus, même 19 800, je crois. On a demandé à l'entreprise, à l'aménageur, de redéposer un permis d'aménager, ce qui a été fait début juillet, comme quoi il prenait en charge ces 19 000 euros en plus. Donc ça concerne les parcelles 3796 pour une contenance cadastrale de 1886 m², la parcelle cadastrée 3797 pour 1412 m², la parcelle 3799 pour 18 069 m² et la parcelle 3801 pour 198 m². Le coût total des équipements à réaliser est fixé à 109 501,59 € hors taxes. Ce coût prévisionnel prend en compte tous les frais précisés à l'annexe 2 ci-jointe. Par ailleurs, il convient d'exclure le secteur délimité du champ d'application de la taxe d'aménagement par la commune au sein du périmètre du PUP, du quartier des Pontes, pour le projet Le Jardin du Château, pour une durée de 5 ans à compter de la déclaration d'ouverture du chantier et de la première construction. À travers cette convention de PUP, la Société des Pontes s'engage donc à verser à la commune d'Aubé la somme de 109 511,59 € en 2 fractions égales.
Premier versement de 50% du montant de la participation financière au moment de la déclaration du règlement d'ouverture, de la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier. Le deuxième versement de 50% du montant de la participation financière à la réalisation des travaux décrits à l'article 1 de la Convention. En conséquence, il est proposé au Conseil de bien vouloir approuver les termes de la Convention du PUC modifiée entre la société Les Ponts et la commune de Baie, et notamment le montant de la participation au vu du coût provisionnel de l'opération et de la nature des travaux, ainsi que le périmètre du projet urbain partenarial. Exclure le secteur délimité du champ d'application de la taxe d'aménagement par la commune au sein du périmètre du PUC pour une durée de 5 ans. Autoriser Monsieur le maire à signer la convention précitée ainsi que tout document relatif à cette affaire. Bien, merci. Donc vous avez compris, voilà, il y a des éléments supplémentaires qui sont arrivés des avec des coûts financiers à supporter que la commune ne supportera pas, et donc on le fait supporter à l'aménageur. C'est pour ça qu'il y a cette modification. Y a-t-il des questions? Oui. Juste pour préciser que la convention que vous avez proposée dans les documents, elle mentionne la qualité de gérant de M. Guimau, Florent. Oui, je pense que c'est la convention. Et c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il n'est pas gérant. Ah, bon, écoute, Non, mais Donc, il est représenté par M. Florent Guimau. en sa qualité de gérant, vous avez indiqué. Je ne l'ai pas là. Alors, vous avez modifié la convention. ouais, dans le petit. Non, je l'ai. Attendez, je ne reprenne plus parce que j'ai. En tout cas, bon, c'est une. Non, mais moi, je vous le dis, juridiquement, vous prenez un risque parce que le contrat, s'ils n'ont pas envie de payer, ils le déchirent et voilà. C'est juste que, Oui, oui. il me semble avoir lu qu'il était noté en qualité de gérant, mais c'est pas lui. Moi, je l'ai pas sur la convention, la délibération. Si c'est pas noté en qualité de Je n'ai que M. Florent. il faut qu'il y ait une décision de la société qui l'autorise à signer cette convention alors. Parce que là, le gérant, en fait, c'est Sio Alexandre. Oui, donc on jouera sur la convention. Non, mais. C'est un projet de convention, c'est pas tout dans des délibérations, on est sur un projet de convention, mais. C'est important de. Ah, mais c'est important de le savoir. Oui. Mais bon, après, derrière, on a une juriste qui le regarde aussi. Donc, mais bon, merci de l'information. Oui, il était déjà. Mais C'était ces bases d'un document. avec C'était des sur le erreurs. premier projet de délibération, peut-être, non? Pardon? C'était pas sur le premier projet de délibération, parce qu'il a été modifié suite à. Non, c'est celui-là. non, c'est celui-là. Dans l'approbation du projet urbain partenarial, en fait, vous nous avez donné les coûts et en même temps, vous nous avez mis la convention. Il y avait 2 annexes, je crois. Oui. Et donc, il y a le projet de convention. Voilà. Et ça sera corrigé. Merci. Au niveau, j'ai pas bien suivi le début. Au niveau de la PAC, ils sont exonérés ou pas? Non. Non. La PAC, c'est ceux qui construisent et qui vont la payer. Eux, c'est les aménageurs. Oui, non, mais est-ce que Non, absolument pas. les constructeurs seront Non. exonérés? La PAC, en fait, c'est une taxe que normalement personne ne doit être exonéré. Donc, pour la bonne et simple raison, c'était une participation à l'assainissement collectif. Et il ne devrait pas y avoir d'exonération de PAC. Ça n'existe pas. Alors, c'est vrai que même nous, on l'a fait des fois parce qu'on considère que quand les gens font le branchement de l'assainissement collectif, ils ont des travaux parce qu'il faut qu'ils démontent leur assainissement individuel, donc on dit il y a des frais, mais en réalité, là on a des textes qui sont assez récemment, on n'a pas à faire ça. Je ne pense pas, parce que quand ils ont déjà un assainissement individuel, je pense qu'ils n'ont pas la. Mais non. Est-ce que c'est nouveau? Les textes qu'on a, c'est pas possible. Alors, pour l'instant, on a fait comme ça, mais. Par exemple, tous ces gens que vous avez branchés au chemin des Masses, eux, ils sont dans ce cas-là, effectivement. ils ont été exonérés de. Ils ont été exonérés de la PAC, mais il faudra qu'on regarde parce que je pense qu'on ne le fera plus. On ne le fera plus parce qu'on serait On sait que les textes ont changé. en défaut, effectivement. Mais bon, pour l'instant, on l'a fait comme ça. Pour l'instant, tout ce qui est texté jusqu'à présent, c'est bon. Après. Voilà. Très bien. Donc, on passe au vote. Si pas d'autres questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Oui, pardon. Parce que, bon, c'est pas si-
D'accord, donc combien? 3 abstentions, c'est ça? 4. 4 abstentions. Alors 4 abstentions, adopté à la majorité, merci. Nous passons donc à la délibération suivante. C'est la numéro 50-2023, désignation du coordinateur communal de l'enquête de recensement de la population pour l'année 2024. C'est moi qui vous l'ai fait. Donc, du coup, en 2024, sur la période du 18 janvier au 17 février 2024, il y aura donc un recensement sur la commune. Donc le recensement, je vous rappelle, c'est pour il est nécessaire pour établir avoir les chiffres des populations officielles de la commune avec ses caractéristiques, le nombre de logements, des habitants qui ont un logement, pardon. Les chiffres ici de ce recensement permettent de définir la participation de l'État à son budget, le nombre d'élus au conseil municipal et d'identifier les besoins de la population, nouveaux logements, commerces, écoles, maisons de retraite, etc. Donc il est nécessaire de désigner un coordinateur communal afin de réaliser des opérations de recensement 2024, ainsi qu'un suppléant essentiellement pour la saisie informatique des données collectées et pour la récupération des données en mairie en cas d'absence du coordinateur. Il est proposé de fixer dans le montant de l'indemnité complémentaire durant la période du 18 janvier au 17 février 2024. Et nous vous proposons donc les deux fonctionnaires, donc Madame Aurélie Courqueux, coordinatrice communale donc principale, qui serait sur une indemnité de 240 € brut, et Madame Madeleine Bessier, qui serait suppléante pour une indemnité de 150 € brut. Y a-t-il des questions? Pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Nous passons à la délibération suivante, la numéro 51-2023, donc approbation du document d'information communale sur les risques majeurs, le fameux DICRIM. Donc là, il s'agit aussi d'être en conformité. Donc la loi numéro 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile institue le DICRIM, donc document d'information communale sur les risques majeurs, comme un document destiné à informer les habitants sur les risques majeurs de la commune, sur les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mises en œuvre, ainsi que sur les moyens d'alerte en cas de survenance d'un risque. Toutes les mesures nécessaires et utiles seront prises pour informer la population sur les risques majeurs présents sur le territoire communal. Donc le DICRIM sera consultable sur le site de la mairie, où vous serez informé sur les réseaux sociaux dès sa publication. Alors juste pour information pour les gens qui comprennent à l'intérieur, donc le document présente, il était donc établi avec des risques éventuels, non majeurs. Donc ça explique qu'est-ce que c'est qu'un risque, le point de rassemblement en cas de problème, notamment c'est ici dans la salle des fêtes. Il y a des exemples aussi, vous verrez, des consignes générales à respecter, donc en cas d'incident, et des risques majeurs qui ont été identifiés sur OP, donc notamment l'inondation, le risque d'incendie, la canicule, le mouvement de terrain, les mouvements sismiques aussi, le radon. Non, on n'a pas vu ça encore. Et le radon, pour ceux qui ne savaient pas, parce que moi je l'ai découvert, c'est tout simplement, on a du gaz radon, c'est le pipe de gaz qui traverse la commune. Donc c'est un risque qu'il fallait le prendre en compte. Voilà, les risques technologiques et les autres risques aussi qui sont intervenus. Bien sûr, tout ça c'est agrémenté par des cartes officielles, vous verrez, et avec les niveaux d'alerte, rouge, orange, jaune et vert, en fonction du risque et des explications. Y a-t-il des questions? Oui. Est-ce que ça va être un document numérique ou ça va être édité papier? Alors, il est sur le site internet, donc il sera en numérique. Après, il n'est pas prévu de l'éditer en papier. Mais voilà, puisqu'aujourd'hui, on est quand même 100% numérique. Mais bon, toutefois, si quelqu'un veut en papier, c'est possible de l'avoir en papier, c'est normal. Il y a quelqu'un qui souhaite un. Si ça avait été édité papier, comme il y a votre photo dessus et que c'est marqué le logo. Ouais, tu ne fais pas ma photo? Tu voulais quoi, je me fléchette dessus, c'est ça? Ouais, alors oui. Non, mais c'est juste que dans 3 ans, si vous ne reconnaissez pas ou vous êtes battu, ah, mais oui, non, évidemment. il aurait édité, donc c'est pour ça que. Ouais, mais tous ces documents, il n'y en a pas dans la. Alors,
J'ai une information importante à ce sujet, Oh. pas sur les élections de 2026. C'est que ce DICRIM a été fait maison, c'est-à-dire qu'on n'a pas mandaté d'entreprise pour le faire. On peut d'ailleurs remercier Romain Hernandez de l'avoir fait. C'est un très beau document. Et c'est un très beau document. Avec Et en particulier, nous avons les fichiers sources. Et donc, il sera très facile de remplacer Angèle Provost par le futur maire d'Aubé en 2026. Il n'y a aucun doute que ce ne sera pas lui, bien entendu. Et donc, du coup, ce sera extrêmement simple de le rééditer. Et c'est pour cette raison-là aussi qu'il vaut mieux ne pas l'imprimer. Voilà. Donc, Ça serait dommage. Honnêtement, non, mais il est facile à modifier, y compris s'il y a des coquilles, là je plaisante, mais s'il y a des trucs à modifier, le faire évoluer, etc., on a la chance d'avoir les fichiers sources fournis par Romain, donc ça ne va pas nécessiter qu'on repasse à la caisse à chaque fois qu'on voudra modifier le document. Alors, comme tu citais Romain, je voulais citer aussi notre fonctionnaire, Corinne Lecasse et Julien Miron, qui ont aussi travaillé dessus. Enfin, qui ont bien travaillé dessus. Voilà. Donc, du coup, ça veut dire que si je ne suis pas là, c'est une perte de dossier source, ça sera compliqué. Il va falloir que tu refasses un montage. Bon, alors on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à la majorité. Merci. Nous passons donc l'unanimité, pardon. Nous passons à la délibération numéro 50 de 2023, donc validation du document unique d'évaluation des risques professionnels, et c'est Karine. Déjà bonjour et désolée. En lien en fait avec ce qui vient de se dire, encore une délibération qui a pour objet la validation du DUER, certains connaissent, DUERP maintenant d'ailleurs ça s'appelle, le document unique d'évaluation des risques professionnels, qui est connu dans les entreprises et qui est aussi maintenant une obligation pour les collectivités territoriales et les établissements publics. Et ce document aussi a été réalisé par les fonctionnaires, et donc, alors que c'est quand même pas simple, et donc on peut aussi les remercier, ça fait le lien avec la délibération précédente. Donc, comme je disais, il y a une obligation de réaliser ce document qui a été fait donc, en étroite collaboration avec le Centre de gestion de la fonction publique aussi, et qui a pour but D'identifier et de classer. J'ai la voix qui porte, naturellement. D'identifier et de classer les risques qui peuvent être rencontrés et qui, donc, une fois identifiés, peuvent faire l'objet d'actions de prévention qui soient pertinentes. Donc, dans cette approche de document unique, effectivement, il y a eu un recensement des risques pour après y apporter des éléments de réponse et notamment sensibiliser les agents et la hiérarchie sur la prévention des risques, d'instaurer une communication si besoin est, de planifier des actions de prévention ou d'établir un programme de prévention. Ce document doit être mis à jour chaque année et il est aussi consultable auprès des assistants de prévention qui ont été identifiés au sein de la commune. Voilà. C'est plutôt à destination effectivement des agents. Voilà, merci. Donc, il y a des questions. On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Merci. On passe à la suivante. Donc, c'est toujours Karine qui va la faire. C'est le renouvellement de l'adhésion du service de protection des données du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard et nomination d'un délégué à la protection des données. Et là aussi, c'est bien de le redire, c'est qu'effectivement, on a des obligations RGPD aussi au sein de notre commune. On était très très en retard à OB, il faut savoir. Et là aussi, il y a un gros travail. On avait une mauvaise note, on a une très bonne note maintenant au niveau du département. Et ça aussi, ça a été un travail de fond qui a été mené par l'équipe des agents. Et donc aujourd'hui, comme chaque année, voilà, c'est juste de renouveler l'adhésion au service de protection des données du centre de gestion de la fonction publique. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions? Question, passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Merci. Donc, délibération suivante, la numéro 54/2023, donc autorisation maire à signer l'avenant de contrat de performance énergétique avec l'ASPI et Saint-Antoine. Merci. Bon, de toute façon, c'est un peu toujours le même avenant chaque année. Alors, sauf que là, c'est juste pour corriger une petite boulette de 2021. Donc, dans la délib 31, on avait un montant pour l'année 10 du contrat qui était autour de 28 000 euros. Je crois que c'était 28 148 exactement. Et en fait, ça correspondait à
il y a un différentiel d'à peu près 5 000 € sur la totalité du partenariat avec SPI. Hein. Au total, on est autour de 400 000 €. Et donc il y avait un différentiel de 5 000 € pour des travaux qui avaient été engagés en fait et qu'on n'avait pas payés. Donc on avait espéré que SPI s'en aperçoive pas et qu'on les carotte de 5 000 €, mais ils ont été vigilants et donc voilà, 1-0 pour eux. Donc du coup, il y a une petite modification, un petit avenant à ce contrat de performance énergétique. Et donc je vous rappelle, j'en profite pour rappeler que chaque année, donc on paye 30 000 € pour ce contrat. Ça a été étalé sur plusieurs années. Pourquoi? Parce que le 30 000 €, c'est le maximum que l'on puisse déclarer auprès du SMEG pour obtenir une subvention de 20%. Donc du coup, chaque fois qu'on déclare 30 000 €, on récupère 6 000 par an. Si on avait tout payé d'un coup sur 2 ou 3 ans, on n'aurait récupéré que 6 000 € pendant 2 ou 3 ans, mais pas pendant 10. Voilà. Donc c'est cet étalement qui nous permet de récupérer un maximum de subventions. Bon là, du coup, la dernière année, au lieu d'être à 28 000, on sera à 33 000. Donc on ne sera subventionné que sur les 30 000, pour les raisons que je viens d'évoquer. Bon, c'est pas grand-chose, mais en tout cas, maintenant on est en règle avec la SPI et le marché est correct. Et bon, ça ne modifie pas la totalité, la qualité du contrat, etc. Donc pour le reste, rien n'est modifié. Et j'en profite aussi pour dire que les travaux qu'ils nous ont fait permettent toujours de faire des économies substantielles sur la consommation d'électricité. Donc même si ce paiement il est étalé sur 10 ans, les opérations elles ont été faites dès le départ. Et bon, vous l'avez vu dans les différentes communications qu'on a pu faire, mais on est à plus de 50% de réduction des consommations en comptant à la fois le changement des ampoules et l'extinction nocturne quand on peut le faire. On est à plus de 50% d'économie, donc ça, compte tenu des montants des taux d'électricité en ce moment, le kilowattheure étant ce qu'il est, ça fait quand même des belles économies pour la commune. Donc voilà. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est d'autoriser M. le maire à signer cet avenant pour régulariser, encore une fois, cette dernière année, la 10e, qui passera donc de 28 000 à 33 000 € avec les détails que vous avez dans la délibération. Très bien. On peut pas avoir une note peut-être, parce que c'était un contrat quand même qui était sur 10 ans. Oui. Pour qu'on sache exactement l'économie qu'on a faite, parce que c'est assez important quand même de montrer que ce contrat était intéressant. Oui, alors en fait il a été... Bon, ben ça c'est quelque chose qu'on avait communiqué pour le coup en 2021, donc dans la délibération 2021 vous avez les éléments sur les économies, etc. Et vous avez les éléments sur les économies qui étaient prévues par le CPE que vous avez mis en place, et ensuite par ce que nous on a apporté en plus en 2021 en accélérant en fait le changement des ampoules. Voilà. Donc tout ça, ça figure dans les éléments de 2021. Maintenant, si vous en avez besoin, à nouveau, je peux vous les communiquer, mais ça avait déjà été communiqué à l'époque où on a fait la modification de contrat. On a joué d'opportunité avec le Covid en fait. Comme l'ASPI ne pouvait pas faire travailler ces gens, vous savez, on ne pouvait pas envoyer du personnel de partout. Donc, du coup, là, c'est ce contrat-là qui a été un petit peu modifié, en disant avec eux, si on changeait toutes les ampoules sur la commune de suite, ça nous permet de faire des économies de suite, puisque dans le contrat initial, c'était de le faire petit à petit, comme les autres communes, c'est pas carré. Et là, du coup, ça les a arrangés à eux, ça nous a arrangé à nous, et c'est un petit peu un deal qu'on a fait avec eux, et on les remercie, puisque ça nous a permis de faire des économies de suite. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Merci. Nous passons donc à la délibération suivante. La numéro 55-2023, régularisation du compte 48-18, donc budget principal de la commune, et c'est Christian. D'accord, donc la délibération 55, donc c'est une délibération de régularisation. Oui, ça y est, excusez-moi. À la demande de la trésorerie de Vauvert, et ça concerne le compte 4818. En effet, dans leurs états d'anomalie comptable figure la somme de 20 450,20 antérieure. Donc c'est ils ont retrouvé une somme de 20 450,20 antérieure à 2008, dont ils ne connaissent ni la provenance ni l'affectation. Donc, compte tenu de l'ancienneté des écritures, il convient de modifier le compte d'affectation et d'utiliser le compte 10 068 pour loger cette somme. Donc, la régularisation se fait de la façon suivante. Compte 10 068 excédent de fonctionnement capitalisé, donc en dépenses
20 450,20 et compte donc 48,18, charge à étaler, donc en recette la même chose, 20 450,20. Voilà, c'est uniquement une régularisation et qui vient de la trésorerie de Mouvert. Des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. On passe à la suivante, dans les versions 56 de 2023, donc décision modificative numéro 2 du budget principal de la commune, et c'est toujours Christian, c'est dans le sens inverse. Ouais. Donc là, c'est une modification classique où on a besoin de fonds sur une ligne et on a un excédent sur une autre ligne. Donc on passe d'une ligne à l'autre. Donc pour objet d'ajuster le montant de certaines dépenses et recettes prévues au budget principal de la commune, suite à l'adhésion au groupe Agence France Locale, donc qui va faire l'objet d'une délibération suivante. Donc bien entendu, ces modifications restent dans le strict respect de l'équilibre budgétaire. Donc l'ajustement va se faire de la façon suivante. Chapitre 23, article 23, 13, donc construction, en dépenses 18 300. Et en chapitre 26, donc on prend du chapitre 23 pour mettre sur le chapitre 26, article 261, titre de participation, donc en dépenses 18 300. Donc ça s'ajuste encore une fois. Très bien. Merci. Y a-t-il des questions? Oui. J'ai vu que vous aviez noté le type de participation, donc en fait c'est une adhésion à l'AFL qui est due une seule fois. Exactement. Oui, c'est ce qu'il va venir. C'est pour ça que je dis qu'on va en C'est parler. une seule fois. Oui. Très bien, nous passons au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Donc nous passons maintenant à la version numéro 50 à 2023, adhésion au groupe AFL et engagement de garantie. Oui, alors avant de commencer, je voudrais juste rappeler quelque chose, c'est qu'il y a aujourd'hui 2 élus qui sont en charge des finances, Christian et moi-même, et qu'on a vu beaucoup de choses courir sur les réseaux sociaux qui sont des aberrations, des grosses bêtises, et donc ça tombe bien, le conseil étant filmé, je conseille aux gens d'aller regarder à nouveau les conseils, et de se rendre compte que des prêts sur 80 ans, c'est juste impossible. Donc je tiens à le préciser, ce n'existe pas, aucune banque le fait. Donc voilà, et puis il y a des montants qui sont avancés, qui sont faux, et faux. Donc je veux dire, les travaux de la mairie à 5 millions, je ne sais pas, mais ce n'est pas notre mairie, ils se sont trompés peut-être de ville. En l'occurrence, c'est bien de le préciser. Donc je suis disponible, Christian est disponible, on est très disponible d'ailleurs à la mairie, on bosse beaucoup à la mairie avec des agents, et donc il ne faut jamais hésiter. Et s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent venir échanger avec nous, ben, ils nous reconnaissent, ils n'hésitent pas, on sera à leur écoute. Ceci étant dit, première délibération à la numéro 57 qui vise effectivement à voter l'adhésion au groupe Agence France Locale. Donc, dans le cadre du dernier conseil municipal, nous avons évoqué qu'on était en discussion avec plusieurs banques. Il s'avère que c'est bien le cas, et donc on va contracter avec ces 2 banques, à savoir la Banque des Territoires, on en parlera juste après, et l'Agence France Locale. C'est une banque, et je peux vous donner quelques informations quand même avant, pour que vous soyez au courant, parce que c'est pas une banque qui est très connue. Oui. Vous avez évoqué la Banque des Territoires à l'instant. Non, mais oui, mais c'est quoi? Je dis il y a une chose. Justement, enfin, dans ce qu'on nous a proposé, j'ai jamais entendu parler de la Banque des Territoires, j'ai entendu parler de la Caisse des dépôts et consignations. Non, la Caisse des dépôts et consignations, c'est pas une banque. La Banque des Territoires, c'est la banque qui est adossée à la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts, c'est pas une banque. Hein. La Banque des Territoires. Ouais. Non, mais on en parlera juste après, on va passer à Eiffel, mais voilà. On en parlera après, je fais la délibération, et après vous en parlez quand on en parle de la Banque des Territoires, si vous voulez. Comme ça. Donc, du coup, l'AFL, c'est l'Agence France Locale, effectivement, comme je le disais, c'est une banque qui a été créée à destination des collectivités. D'ailleurs, elle a été créée par notamment des élus. C'est aujourd'hui le 4e prêteur bancaire des collectivités, et ils ont à peu près 2 milliards de liquidités devant eux et 7 milliards d'encours. Voilà. Donc effectivement, c'est une banque de laquelle on devient, en tant que collectivité, actionnaire, et tout cette délibération qui vise à adhérer à ce groupe d'agences. Et donc, dans ce cadre-là, il y a, on voit la garantie, mais il y a aussi
une participation à l'Assemblée Générale. Voilà. Il y a un petit côté mutualiste, même si ce n'est pas le cas dans ces termes-là. Voilà. Si vous avez des questions, moi je vous ai dit 600 actionnaires, 2 milliards de liquidités, 4e prêteur, et donc ils ont fait une levée de fonds en 2015. Et donc en fait, leur concept c'est ça, hein, c'est de lever des fonds dans des masses importantes, de redistribuer aux collectivités. Et donc eux, ils ont une marge de frais qui est fixe et qui est limitée, parce qu'en fait c'est juste pour payer les salariés, et ils ont 38 employés. Voilà. Et donc l'objet de cette délibération, c'est de formaliser cette adhésion pour un montant qui est calculé soit en fonction de la dette ou en fonction non, en fonction des finances, comment on dit ça? Non, des recettes de fonctionnement, merci. Des recettes de fonctionnement en cours, et donc ça a été recalculé, et donc on a un montant qui correspond à notre commune. Évidemment, des fois c'est des millions d'euros pour des plus grandes communes, mais qui correspond à 18 300 euros. Voilà. Des questions? Oui. J'ai vu que, en fait, l'adhésion, effectivement, OB a une très bonne note. Si j'ai bien compris, il ne faut pas dépasser le 12. Et nous sommes à 5,32. On regarde de L-2, effectivement. Voilà. C'est ça que je voulais préciser, c'est qu'effectivement, ils se sont référés au compte administratif de 2019, 2020 et 2021. Ouais, 21 surtout. Pardon? 21 surtout. L-2, 21. Voilà, 2019, 2020, 2021, pour attribuer cette tour. Donc on a eu de la chance que 2022 soit pas dans les bases, parce que je ne sais pas si l'adhésion aurait été possible, et rappeler que en 2020, 2021, vous avez été empêché de travailler parce qu'il y a eu des crises de Covid successives. On peut remercier Mme Chalessa d'avoir laissé un... Alors, un compte administratif. Je pense que c'est pas l'objet, mais je vais pas débattre avec vous. On est aujourd'hui très endetté quand même. On est endetté notamment parce qu'on a fait des emprunts pour des objets qui ont du sens. Bon, moi, je dis toujours, quand on fait un emprunt, vous faites un emprunt pour acheter une maison, vous faites un emprunt pour acheter une voiture. Vous ne faites pas un emprunt pour vous payer vos restaurants la semaine. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais par analogie. Pourquoi? Parce qu'on a des emprunts qui sont liés, par exemple, à des investissements qu'on a fait de voirie. Par contre, on a aussi des emprunts qui ont servi à financer des études multiples et variées qu'on n'a pas su payer nous-mêmes. Nous, c'est jamais ce qu'on fera. Quand on a fait des études, notamment pour l'école, on les a financées sur nos fonds. Donc, aujourd'hui, il faut savoir, non mais il faut aller jusqu'au bout de l'étude. Donc, je me permets, parce que c'est trop facile sinon, quand on a 1 million d'emprunts qui ont été faits pour financer de l'air, du vent, des études, on le met où on veut, mais ça n'aboutit pas. Je ne suis pas d'accord forcément avec vous. Maintenant, quoi qu'il en soit, si on se dit qu'aujourd'hui, oui, alors on reste, mais qu'est-ce qu'on a en face? Moi, je pose la question. Après, chacun aura son avis. Maintenant, je ne suis pas là à dire, voilà, je ne vais pas, vous voyez, on ne va pas refaire l'histoire. C'est toujours plus facile de la refaire après. Je sais comme c'est dur aujourd'hui d'avoir des investissements, et je le vois bien, il faut avoir les mains dans le cambouis pour se rendre compte de ce que c'est et des difficultés qui sont rencontrées, parce que c'est facile. Vous pouvez dire on va faire, mais personne ne se rend compte de ce que c'est aujourd'hui, combien ça représente de fonctionnement dans les dépenses, combien tout représente en fait, et comme une commune comme la nôtre, il est très délicat de mener des actions dans un volume. Voilà. Maintenant, je pense qu'il y a des choix politiques qu'il doit avoir, et je l'ai dit la dernière fois, c'est qu'on peut faire des choix qui sont des choix superficiels, de paver des choses, de faire des trucs, mais après quand on veut avancer sur des sujets de fond comme une école ou des commerces, qui sont à mon avis, et en tout cas c'est l'idée de cette équipe-là, qui sont essentiels pour notre village, et bien effectivement, il y a un moment, il y a des choix à faire, et il faut investir. Voilà. Et donc, si on n'avait pas ce niveau d'endettement, on aurait peut-être pu investir plus facilement. Vous voyez, on peut avoir deux prismes différents. Oui, il faut regarder peut-être en 2 secondes, parce que vous parlez de l'air, et c'est bien gentil de le dire, ça fait quand même 3 ans que vous êtes aux commandes de la commune. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites, et ce n'est pas que de l'air. Hein. Bien sûr, mais c'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Une station d'épuration comme nous avons. Bien sûr. Oui, mais ça n'a rien à voir, station d'épuration. C'était quelque chose qui est là, et vous l'avez, quand vous avez l'avenue qui a été faite, et en plus, tout ce qui est en dessous de la voirie, oui, ça ne le voit jamais, et c'est ce qui est le plus cher. Alors donc, madame... c'est pas de l'air. Ce n'est pas de l'air. On rappelle juste que fin 2014, à la fin de votre deuxième mandat, on a contracté après un prêt de 600 000 euros pour compenser une dette très importante qui était la considérante de
En parlant de la voirie, ça tombe bien, parce que là je parlais du plan. Écoutez, la voirie, allez voir. C'est dommage qu'on n'ait pas changé à l'époque le tuyau qui date de 1900, parce que aujourd'hui il est défectueux. Il faudrait quand même qu'on casse le tout, c'est un peu dommage. Mais bon. Alors, ce que je veux dire, c'est que j'ai regardé un peu les comptes de la commune depuis plusieurs années, puisque je fais partie de la commission des finances, et donc moi j'ai vu que, grosso modo, il y avait 200 000 € qui permettaient de la section de fonctionnement de basculer sur la section d'investissement par an. Et qu'on avait effectivement, depuis quelques années, pu mettre de l'argent de côté avant cette fameuse année 2022, où, quand on voit les comptes administratifs que nous avez présentés, en fait, on a mangé toute la caisse de la ville d'Aubé et on partait avec 2023 avec un déficit de 35 000 €. Non. Si. Non, oui, d'accord, mais les 200 000 € ne sont pas cumulables. C'est-à-dire, chaque année, dans nos comptes, effectivement, il y avait 200 000 € d'investissement. Mais ce n'est pas un cumul, c'est pas parce que pendant 6 ans, il ne s'est rien passé qu'on avait 600 000 en faire 1,2 million, c'est faux. Oui, non, et puis non, c'est surtout des ventes qui ont été retardées, on vous l'avait expliqué, et donc du coup, il y avait un effet immédiat. Aujourd'hui, quand vous verrez entre le budget prévisionnel 2023 et ce que ça va être à la fin, on est en excédent largement, parce qu'il y a eu des choix à un moment. Mais comme vous dites aujourd'hui, et c'est ce que j'explique, quand on fait de la voirie aussi notamment, eh ben, ouais, vous voyez, voilà, vous faites de là à là, et vous savez que vous en avez pour 50 000 €. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas aussi, des fois c'est compliqué parce qu'il faut faire des choix. Là, je suis d'accord, c'est que... Je ne dis pas que c'est simple, je dis simplement qu'en 2022, on peut... Ah, mais c'est une année où on agit. Ah, mais ça, on est d'accord avec vous, on est tous d'accord. Hein. Si on fait rien, on dépense rien. Enfin, il y en a qui font rien, qui arrivent à dépenser. Mais en l'occurrence, c'est pas le cas. On a présenté des comptes administratifs et avec le reste à toucher de subventions et le reste à dépenser, je suis désolé, on partait avec 2023 avec... Oui, mais quand c'est pour faire de... Mais quand c'est pour faire de l'investissement et en ayant mangé toute la cagnotte. Oui, mais on n'est pas... C'est de l'investissement public qu'on fait. Ouais, exactement. Voilà, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Mais oui, c'est Excusez-moi, moi j'ai une question pour revenir à la délib, parce que là on s'éloigne un peu. Karine, tu nous as dit que cette banque avait un certain nombre de sociétaires ou d'actionnaires. Parle-moi sans détour, tu n'es pas actionnaire de cette banque, tu n'as pas de conflit d'intérêt. Non, je ne suis pas actionnaire. C'est que les collectivités, comme je ne l'étais pas avant. Non, c'est que les collectivités et donc en fait, oui, ils ne sont pas très connus aujourd'hui, ils font c'est bouche à oreille en fait. C'est salon des maires, ces choses comme ça, puisqu'ils sont vraiment orientés collectivités. Et justement... Non, mais c'est depuis 2014 que ça existe. Hein. Mais ouais. 2013-14, oui, mais 2013-14, c'était la création et l'appel, la levée de fonds date même que de 2015. Ils ont remplacé Dexia. Ils ont copié un modèle... Non, ils n'ont pas remplacé Dexia, justement. Ils sont tous sur Dexia. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils se vendent. Ils ont copié un modèle européen, puisque ça existait... Oui, ça existait ailleurs. Et d'ailleurs, on a bien fait d'aller au Salon des maires d'Alès, puisque c'est là qu'on les a rencontrés, contrairement à ce que vous pouvez penser. Ça sert à ça aussi, d'aller dans les salons, de pouvoir trouver aussi des partenaires quand on en a besoin. Voilà. Je vous invite à aller à la Sud de Paris, c'est bien. Comment ? Il faudra aller à la Sud de Paris, vous verrez, c'est plus intéressant. Est-ce que vous m'inviterez ? Mais moi, je vous invite, vous êtes invités d'office puisque vous êtes tous des élus. Donc après, si vous voulez venir, libre choix à vous. Bon, on passe maintenant. Alors, les questions, il n'y en a pas d'autres. On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, on a combien ? Abstention ? 4 abstentions adoptées à la majorité. Merci. On passe donc à la suivante. Qui est la libération numéro 58-23. Donc, autorisation de donner au maire pour la réalisation d'un emprunt auprès donc de l'agence France Locale. Karine. Donc, dans la continuité de ce qu'on disait, donc, nous allons souscrire 2 prêts. Je parle un peu de 58-59 parce qu'il faut que ça ait une cohérence globale. Donc, ce premier prêt auprès de l'agence France Locale. Alors, pourquoi aujourd'hui l'idée c'est de donner une autorisation au maire et pas de délibérer le prêt directement ? C'est parce que, comme on n'a pas besoin de l'argent tout de suite, on se laisse la possibilité d'une baisse des taux qui est en cours. Donc là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a déterminé et le montant et la durée. Donc c'est 1 million d'euros sur 40 ans. Mais aujourd'hui, le taux on est à peu près à 1,15, 1,20 sur cette durée-là.
Et donc, nous, ce qu'on espère, c'est pouvoir contracter, baisser un peu le taux. Donc, on est en train un peu de baisser. Donc, au lieu de souscrire et de délibérer aujourd'hui sur un taux précis, on se laisse la possibilité, donc, dans le mois et demi qui suit, les 2 mois, enfin, quand les taux vont baisser, de souscrire à un taux plus faible. Voilà. Donc, on détermine le montant et c'est juste le taux d'intérêt. En complément, tu peux dire, c'est que dès qu'on va demander cet argent, dans les jours qui suivent, Ah elle sera versée. oui, Donc, on peut le demander au dernier moment. On ne peut pas le demander tout de suite, on n'a pas besoin. C'est très réactif, c'est l'objectif. D'ailleurs, cette banque a été faite pour ça, elle était à destination des collectivités, parce qu'elle a tous les éléments qui permettent d'être plus souple et de répondre aux demandes des collectivités. Donc, c'est-à-dire, concrètement, aujourd'hui, il y a le conseil municipal, et après-demain, dans une semaine, M. le maire pourrait signer la demande. Un prêt d'1 million d'euros avec une durée de 40 ans maximum, mais ça sera 40 ans. C'est précisé ça. Avec un taux qu'on ne connaît pas à l'avance. C'est juste le taux qu'on ne connaît pas, effectivement. Comme je vous dis, c'est la différence d'ailleurs entre 58 et 59, c'est qu'au niveau de la Banque des territoires, on délibère tout de suite. Là, on se laisse la possibilité de pouvoir baisser le taux, donc c'est juste de la gestion, et en fait, on fixe un maximum, et en gros, voilà. Le problème, c'est que juridiquement, c'est interdit. Ah si, c'est autorisé. Non. On ne peut pas délibérer un emprunt dans une commune si... Vous délibérez l'autorisation de donner au maire. Donc on vous donne des éléments. Donc c'est exactement... Indirectement, on délibère l'autorisation du maire à signer un prêt, alors qu'on ne connaît ni le taux, ni la durée. Si, on connaît la durée, c'est marqué. 40 ans maximum. Oui, donc en fait, on ne la connaît pas. On sait que ça ira au-delà, mais on peut imaginer que ça devienne 25, 30, 30 ans. Non, je vous imagine, oui, effectivement, 50, si vous 80, mais là c'est 40. Non. J'imagine pas ce que Non, mais le taux, on a un taux qui nous a été donné à oui, et qui nous ont dit qu'il va évoluer plutôt à la baisse. Alors du coup, c'est pour ça, mais bon. Le problème, c'est que cette délite, en fait, on n'a pas le droit de la signer. Écoutez, nous, on a le droit. Donc, moi, je ne suis pas juriste, hein, pour le coup, sur ces dossiers-là. Donc, après, j'ai une banque qui travaille avec des tonnes de collectivités. J'ai des gens aussi, et ils font ça. Donc, c'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière, j'imagine. On travaille avec des spécialistes aussi. Sachant qu'il y aura une info qui sera donnée comme les autres, mais là, on délibère bien sur l'autorisation qui est donnée au maire pour la réalisation de l'emprunt. Ah oui, mais indirectement, on peut autoriser à signer un emprunt parce qu'on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. Et c'est pas possible, quoi. Un conseil municipal signe ça, c'est pas possible. C'est vous qui le dites, il n'y a pas de souci. Ah mais, enfin, non, mais c'est pas moi qui le dis, hein. C'est moi qui le dis, mais on a des spécialistes, il y a des juristes qui regardent ça. Vous comprenez bien qu'on n'est pas séparés les on dit tiens, on va aller juste sur internet, voir un petit peu. Bon, derrière, il y a quand même des CDA, on a des avocats qui suivent la commune depuis longtemps. Et surtout une banque en fait, parce que quand on le propose, ça l'objectif, vous avez bien compris, c'est de faire des économies au maximum. On joue sur non, mais tout. justement, on joue pas. J'ai, par plus grand des hasards, rencontré quelqu'un qui est très acquéri sur les questions politiques, et je peux vous assurer que on a mis. Mais c'est malheureux, en fait. Très bien. Pourquoi vous ne le dites pas avant ça? Parce que je ne pas. Non, mais c'est dommage parce que je pense que vous n'attaquez pas le truc sur le fond, c'est plutôt sur une protection juridique. Votre intérêt, c'est quand même qu'on ne fasse pas de bêtises globalement. Ben justement, c'est oui, non, mais j'entends bien ça. Mais du coup, je ne comprends pas pourquoi vous n'en parlez pas avant pour qu'on puisse le vérifier, tout simplement. Eh ben, je fais partie de la commission des finances. Quand il y a des décisions comme ça à prendre, on pourrait par exemple dire, M. Delatte, venez à la commission des finances, on va délibérer prochainement au conseil municipal sur des durées, des taux, des montants, etc. Bon, je ne suis pas convié, vous prenez vos décisions entre vous, la commission des finances ne se réunit pas. Non, mais donc moi, vous voyez, il y a 5 jours, j'ai reçu cette convocation, donc je prends le truc. Ok. Non, mais encore une fois, on se croise régulièrement, etc. Moi, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas pu le vérifier ensemble, ça éviterait beaucoup de choses. Mais là, en l'occurrence, la délibération qui est faite, il n'y a pas de souci. Et après, il ne faut pas mélanger. C'est votre responsabilité, monsieur le maire. Je le sais, je suis responsable de tout. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est pas la mienne. Voilà, ne quittez pas, j'ai l'habitude. Ah oui, je
au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, contre. 4 contre, donc adopté à la majorité. Merci. Nous passons donc à la délibération numéro 59-2023, donc réalisation d'un contrat de prêt secteur public local, donc d'un montant total de 2 millions d'euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations. C'est là où C'est plus précis. Caisse des dépôts, Banque des territoires, c'est la banque qui s'adosse à la Caisse des dépôts, mais effectivement, nous, on est en contact avec la banque quand elle est chargée d'affaires de la Banque des territoires. Donc, comme je l'ai expliqué la dernière fois, effectivement, donc, on travaille avec ces deux banques qui ont toutes les deux des intérêts qui leur sont, des avantages qui leur sont propres. Et donc, dans le cadre du plan de financement du projet que nous avons, donc il y a ce financement supplémentaire de 3 millions d'euros pour l'école. Donc, on propose d'être souscrit auprès donc, de la Caisse des dépôts. Et donc là, vous avez les caractéristiques qui sont plus précises, puisque c'est directement, là, c'est pas, tout à l'heure c'était une délégation, là c'est une décision de délibération sur la réalisation du contrat lui-même. Donc on est sur un montant de 3 millions d'euros avec un préfinancement de 24 mois, une durée d'amortissement sur 50 ans avec des échéances trimestrielles, un taux qui est basé sur le livret A plus 0,6 et voilà, bon, après il n'y a pas de révision, c'est le taux du livret A et à échéance constante, c'est-à-dire qu'on paye tous les ans, tous les trimestres, la même somme. Est-ce des questions? Oui. Est-ce que je peux me permettre de distribuer un document au début pour suivre mon propos, parce que ça va être un peu... D'abord, dites-moi, parce que j'aimerais bien d'abord suivre votre propos et vous donner ton propos. Mon propos, il fait 12 pages, alors... en résumé, on va pas lire 12 pages, donc expliquez-moi pourquoi, si jamais ça va. Et là, non, mais c'est juste pour en fait, le document que je vous présente... Faites-le passer, là. Hein? Faites-le passer. Parce qu'en fait, en 2022, la délibération 100-2022, nous avons autorisé le maire à demander une subvention pour un montant de 2 689 476. Et du coup... Vous parlez de quoi? Subvention ou subvention? De subvention pour les écoles. D'accord, oui. Ouais. Pour les écoles, vous avez demandé donc une subvention de 2 millions. Alors, du coup, on a eu une réflexion et un cheminement de pensée par rapport à ça. Voilà, je voudrais attirer l'attention de tous les élus sur la décision qui va être prise ce soir. On pourra en discuter si vous voulez. Vous avez vu que le tableau, il rapporte 80 balais. Vous voulez un exemplaire, les gars? On ne parle pas de 80 balais, on est parti avec des chiffres dont on avait pu voir connaissance avant, dont on avait pu prendre connaissance avant le conseil. Maintenant, mon propos. Lors du dernier conseil, nous étions très sceptiques quant aux capacités d'Aubé à emprunter pour ce projet, car les caisses sont vides. Et ce n'est pas de nature à rassurer le banquier. Nous avions établi des simulations sur 30 ans qui laissaient à penser que nous ne verrions jamais le début d'un commencement de travaux. Tant le décalage entre nos capacités de remboursement et le projet à venir était énorme. Nous supposions des augmentations d'impôts à venir, ou pire, la vente du patrimoine des Aubésiens. Vous avez réussi à emprunter, félicitations. À quel prix? Lors du conseil municipal du 8 décembre 2022, donc la délibération 100-2022, on vous a autorisé à déposer une demande de subvention pour un montant de 2 689 476 euros. Dans le tableau présenté par Mme Molitor, l'emprunt lié à l'école, qui est subventionnable, contrairement au commerce, a été présenté pour un montant de 1 448 179.
Nous avons fait donc une simulation que je vous propose dans mon tableau pour un emprunt d'1 448 179 à 3,6, ce que propose aujourd'hui la Banque des Territoires, et pour 25 ans. L'annuité serait, pour la commune d'Aubé, de 87 936 €. Le coût de l'emprunt, les intérêts à payer, 750 170 €. Par déduction du tableau que vous avez présenté, nous augmentons l'emprunt pour réaliser l'école et les commerces pour un montant de 2 551 821 €. Nous empruntons 4 millions au lieu d'1 448 179 €. Nous empruntons 4 millions. Si on n'avait fait que l'école, nous empruntons 4 millions au lieu des 1 448 179 €. Vous nous proposez d'emprunter sur 40 et 50 ans. Et nous avons fait des simulations, taux à 3,6% pour celui de la CGC, et le taux de l'emprunt n'étant pas indiqué dans nos documents, on est parti aussi sur 3,6. Pendant 40 ans, la commune va rembourser 176 664 €, 2 fois plus que dans la première hypothèse. Puis la commune va rembourser 129 456 € pendant 10 ans. Emprunté sur ces durées, le choix politique que vous faites va alourdir la facture pour les Aubésiens. Les intérêts que nous avons calculés se portent sur la durée des 2 emprunts à 4 361 215 €, soit 6 fois plus que dans la première hypothèse. Dans la première hypothèse, au bout de 25 ans, on retrouve des marges de manœuvre et on peut entretenir l'équipement dont nous allons nous doter, l'école. La charge pour la commune est raisonnable. Dans la seconde hypothèse, vous et vos élus souhaitez que la commune se dote de commerce. Vous grévez le budget de la commune pour les 50 années à venir. Nous n'aurons plus de marge de manœuvre pour entretenir l'école, les routes. Les chiffres sont hallucinants. Capital, intérêt, nous devons rembourser 8 361 215 €. Et pour la collectivité, bon, si on rajoute les subventions, le coût total se porte à 11 50 691 €. Ces chiffres sont factuels. Ça ne sort pas des pages Facebook. Ça n'a rien à voir. Les 11 50 691 vont peut-être être remboursés avec des loyers. Mais des loyers aujourd'hui hypothétiques. On n'a pas de certitude qu'on aura des commerçants qui souhaitent s'installer et on n'a pas de certitude qu'on n'aura pas de carence locative sur la période des 50 ans à venir. 50 ans, c'est beaucoup trop long. On ne vit pas dans un monde merveilleux. La gestion de cellules commerciales, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est faite de beaucoup d'aléas. Qui plus est, on entend trop parler de friches commerciales dans les villages. Tout le monde le sait que c'est difficile. Tous les maires manquent de commerce. Et pourtant, à Aubé, soit on marche sur l'eau, soit sur la terre. Le choix politique que nous vous laissons le soin d'assumer est disproportionné pour l'école. Et disproportionné, pardon, pas pour l'école, mais pour les commerces. On s'est toujours abstenu ou opposé à toute délibération liée à la partie commerce de votre projet. Tout ne repose que sur des hypothèses. On n'est plus au temps des promesses électorales. Laissez la matière commerciale au secteur privé, comme notre liste avait présenté son projet auprès des Aubésiens, sans charge. On veut s'adresser à tous les élus. Certains, par manque de temps, par confiance, respect ou cohésion, adoptent des décisions sans les avoir vraiment analysées. Vous tous serez responsables pour les 50 prochaines années de cette décision. On ne veut pas vous mettre dans l'embarras, mais il faut voter contre, ou pour le moins demander à surseoir à cette décision. D'autant plus que le gouvernement ne vient-il pas d'annoncer la mise en place d'aides pour la rénovation des écoles. Voter contre, c'est épargner Aubé de 50 années de disette
épargner OB de 50 années d'immobilisme, épargner OB de 50 années de manque d'entretien, épargner OB d'une telle gabegie administrative. On dit oui à l'école, on dit non au commerce. Pas comme ça et pas à ce prix-là. Si on avait de l'argent en caisse, on pourrait être détendu, confiant dans l'avenir. C'est pas le cas, on n'a plus d'argent. Vous engagez les Auvésiens dans un vrai coup de poker. Ça passe ou ça casse. Il faudrait 100 000 € de loyer par an pour que cette opération soit au même niveau de charge pour la commune. Si elle ne construisait pas l'école. Si elle ne construisait, que l'école. Si ça casse, on augmentera la taxe foncière, il y aura des mécontents, et la jeunesse qui vous est si chère ne pourra pas s'installer à Orbé parce que la fiscalité y sera trop importante. Les enfants à qui vous offrez cet équipement devront en payer le prix. En leur souhaitant bonne rentrée en 2025 ou 2026, nous ne pourrons pas nous empêcher de penser que vous les aurez déjà condamnés à en payer la jouissance. Vous avez respecté votre engagement de campagne en réalisant cet équipement. Vous avez fait participer les citoyens à l'élaboration de ce projet, mais le choix du projet vous est revenu et son mode de financement n'est pas connu des Aubésiens. Les habitants d'Aubé vous ont fait confiance, mais sans connaître les tenants et les aboutissants de ce projet. Vous pourriez considérer que ces réflexions proviennent d'une opposition, par définition, opposée à tout. Ce n'est pas le cas. Après, je vais parler de transparence. J'avais cité les mots de M. Rousseau. La transparence est indispensable pour rétablir une confiance réciproque entre les Aubésiens et leurs élus. Associée à la bienveillance, la transparence permet de partager des bonnes idées et de corriger les erreurs. Elle permet également de créer du lien entre citoyens et élus et ainsi associer naturellement les Aubésiens aux prises de décision. Madame Molitor, quand vous parliez de respect, vous disiez le respect, c'est reconnaître quand on fait une erreur. L'écoute, M. Pobo, selon vous, c'était essentiel à notre village. Pourquoi ne pas interroger alors les habitants de notre village? Pourquoi ne pas leur demander s'ils vous suivent sur vos projets, maintenant qu'on en connaît tous les tenants et les aboutissants? Pourquoi ne pas aller courageusement demander le consentement des Aubésiens? Merci. Vous avez fait bien développer vos arguments. Bon, ce que vous dites, on ne le partage pas, imaginez bien, pas sur la totalité. Que le projet sera compliqué, on n'a pas menti, il sera compliqué. Mais qu'il soit faisable, il sera faisable. On va le faire. Après, en ce qui concerne la transparence, je pense qu'on essaie d'être relativement transparent. Comme les gens qui viennent venir de moi, il n'y a pas de souci, on va expliquer comment ça marche. En ce qui concerne l'écoute, on écoute. Et sachez que dans ce projet-là, jamais à OB, on a associé autant les Aubésiens qui ont été associés ces 3 dernières années. Pour le projet d'école, pour les commerces et pour d'autres choses qui vont venir et qui sont en cours. Donc nous dire qu'on n'a pas associé les Aubésiens, je trouve ça un peu fort de café. En ce qui concerne les différents membres, vous avez fait votre argument, pas de souci. En ce qui concerne les arguments, bon, au niveau financier, effectivement, on a regardé, on de partir partout, maintenant qu'on fasse des emprunts de 50 ans sur des projets, ça c'est pas un drame dans une commune. Qu'on fasse de... C'est que dalle, je veux dire, moi je paye depuis des années, puisque je parle de Béziers, les erreurs de la commune précédente, où on a fait plus de 2 millions d'emprunts. Tout à l'heure, elle disait pas grand-chose. Hein. Et donc, en fin de 2014, on fait quand même un emprunt de 700 000 € pour compenser, pour renflouer les caisses de la commune. Il faut le savoir. Elle peut vous dire ce qu'on paie actuellement. On arrêtera de payer bientôt, mais ce sera bientôt fini. Mais c'est un choix politique qu'on va assumer, qu'on va prendre. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, une grande majorité de la population nous font confiance sur ce sujet et on aura des informations de plus en plus précises, puisqu'effectivement on attendait aussi que tous les éléments arrivent, puisqu'on est en train de monter ce projet, les financements. On ne se fait pas plaisir encore une fois. Hein. Maintenant, dire qu'on peut rénover l'école, quand on a eu un plancher qui a failli tomber, l'ancienne école elle date de 140 ans, elle n'est pas du tout adaptée. On a des classes un peu partout, avec la population qui va augmenter. Quand vous dites votre choix, je respecte, c'est votre choix, de donner au privé le foncier de la commune, justement, on dit qu'il ne faut pas avoir d'impact pour vendre le foncier, pourtant ce que vous alliez faire, c'était proposer la vente du foncier
de la commune à des privés, et ce n'est pas le choix qu'on a pris. On se dit, on va faire, avec la population, on a parlé, on va faire ces commerces sur le plus, ça restera propriété de la commune, on rentrera des loyers, et peut-être que dans 30 ans, dans 40 ans, les élus qui seront là à ce moment-là pourront encore transformer cet endroit, parce que ça appartiendra toujours à la commune. Contrairement à ce qui allait se passer sur notre terrain, qui n'aurait pu appartenir à la commune. Voilà. Alors, après je respecte votre position, je respecte. La seule chose, c'est que, juste, c'est un discours alarmiste qui ne prend pas en compte un certain nombre de paramètres. Vous ne prenez pas en compte, vous savez combien on a d'emprunts aujourd'hui, combien on paye tous les ans d'emprunts en 2023. On parle toujours 2022, moi je vous dis de 2023. En 2023, on rembourse 197 000 € d'emprunt. D'accord? Donc ça, il faut les prendre en compte. Ces encours d'emprunt qui existent, qui effectivement grèvent notre budget. On a pris en compte que ces emprunts-là, en rembourse du capital, ils vont tomber petit à petit. Donc on a des tombées d'emprunt, ça s'appelle, importants entre 2027 et 2034. Ces 197 000 € qu'on paye aujourd'hui, en 2034, ils équivaut à 0. D'accord? Donc on a une phase, et c'est ce qu'on a dit, et ça a été très transparent, entre 27 et 34, donc c'est quelques années, où effectivement on va jouer sur les deux, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va croître, celui de l'école et des commerces, tout doucement, et l'autre qui va décroître, pour arriver donc dans une situation en 2034, et même quelques années avant, où on paiera avec l'école et les commerces beaucoup moins d'emprunts que ce qu'on paye aujourd'hui. D'accord? Donc ça, il faut le prendre en compte. Ce que vous ne prenez pas en compte non plus, c'est la valeur de l'argent. Parce que la valeur d'il y a 15 ans, ce que ça représentait, on est d'accord, hein, quand on parle de la baguette de pain qu'on payait et qu'on paye aujourd'hui, effectivement, sur un projet de plus longue haleine, la valeur des choses, les recettes augmentent, et nous, on est sur des échéances constantes, donc la part que ça va représenter dans les dépenses communales va s'amoindrir aussi au fur et à mesure. Et enfin, je comprends que 50 ans, ça fasse peur. Je suis la première, moi j'ai été élevée, l'éducation où un sou est un sou et on n'a pas, etc. C'est une nécessité, comme dans les entreprises, d'emprunter parce qu'effectivement, à l'échelle de notre commune, et comme nous, hein, moi si je devais mettre de l'argent de côté toute ma vie pour acheter ma maison, peut-être que j'aurai l'argent quand je serai à la retraite, mais encore je ne suis pas sûre. Parce qu'on ne peut pas effectivement économiser, le concept d'économiser pour pouvoir dépenser, malheureusement, c'est pas possible, c'est pour partir en vacances l'été, mais c'est pas possible quand on a des gros investissements à faire, comme, et je fais toujours par analogie, comme acheter une maison et donc construire une école. 50 ans, c'est beaucoup, j'entends. C'est pas beaucoup à l'échelle d'une commune. Une commune, elle survit. Comme on disait, les questions d'argent se posaient encore il y a des dizaines d'années, tu en parlais, quand c'était d'acheter $1 million de francs, c'était le parc des Aubry. il y a 20 ans. Il y a eu des sujets dans d'autres municipalités bien avant nous qui se sont posés aussi, ceux d'autres, qui se sont posés la question de dire on fait un investissement qui est un investissement lourd, on en a conscience, mais c'est un investissement qui est structurant. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'on n'a pas tout pris à la légère, et croyez-vous que les budgets, et pour passer à la Caisse des dépôts, on a tout regardé, tout manipulé, on est en échange avec tout le monde, donc oui, je l'ai encore dit la dernière fois, et c'est ce qu'on retrouvera si on écoute le conseil municipal la dernière fois, c'est qu'on a conscience du fait que c'est un fort projet, que c'est important, que c'est structurant. Des projets comme ça, on n'en a pas toutes les décennies. C'est un projet qui a longue haleine. Comme disait Angèle, la dernière école, elle a 140 ans. Celle-là, elle vivra aussi longtemps. Et bien après nous, dans quelques années, on n'est plus là. On s'est juste engagé dans un projet et qu'on va mener parce qu'à un moment, il faut pouvoir le mener, sinon, il n'y a rien qui avance. Et ensuite, sur l'histoire des commerces, c'était très intéressant de faire les deux. Alors, je ne vais pas débattre sur le fond du lieu, pas lieu, pas d'accord, ça après c'est un autre sujet. Mais sur le fait de jouxter les deux, pourquoi? Parce qu'on est sur une même zone. Qui dit même zone, c'est les VRD. La voirie, tout ce qu'on va faire, il y a des travaux qu'on va faire, et nous on ne peut pas faire justement, quand on dit, c'est un concept qu'on a toujours eu, on dit quand on ouvre, on regarde tout ce qu'il y a à faire. Si on ouvre, on ne va pas ouvrir, faire un truc, refermer, ouvrir. Là c'est pareil, on va devoir tirer des VRD, et au final, la construction des commerces en elle-même, c'est pas ce qui coûte, c'est pas, comparé au projet global, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Et d'autant plus qu'il va y avoir des ressources. Alors, vous allez être en droit de penser que oui, il y a des friches commerciales, c'est pas trop dans nos coins. Quand on regarde avec le vivre, on n'a pas besoin d'aller bien loin pour regarder le nombre de commerces qu'il y a et de faire un petit peu le tour. Aujourd'hui, on ne va pas créer une dizaine de commerces,
mais des commerces qui paraissent essentiels. Il y a eu des discussions qui existent avec les Aubésiens, avec des associations aussi et d'autres qui travaillent à ça et sur lesquelles on s'appuie parce que les réflexions sont hyper enrichissantes. Aujourd'hui, on a déjà des contacts, c'est pas décidé parce qu'il n'y a pas de décision, les décisions se font collectivement, mais aujourd'hui, il y a déjà des gens qui se sont positionnés. On est sur 3-4 commerces, je veux dire, voilà. Sur ça, les loyers qui ont été aujourd'hui estimés, et ce n'est pas des loyers qui ont estimé au doigt mouillé, on est aux alentours de 100 000 euros. Donc quand je vous disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, l'avantage de faire des commerces, c'est que ça finance non seulement les commerces, mais ça finance aussi une partie de l'école, c'est une réalité aussi. Voilà. Parce que sinon, le coût, aujourd'hui, les commerces, on a des structures. Tout ce qui est compliqué, en dessous, c'est ce qui coûte cher, c'est les BRD, et on va tirer pour l'école aussi. Il faut tout de suite dire aussi que leur projet d'épicerie solidaire, ça va pas être possible. Hein. Le problème, c'est que, encore, regardez, là, vous parlez de quoi, en fait? D'une rumeur? Mais absolument pas. Mais qui, un jour, est-ce que nous, un jour, vous avez entendu parler dans cette équipe de ça? On n'a pas dit qu'on n'a pas dit non, mais qui en a parlé? Je développe. Je suis allé à une réunion du CIL qui souhaite réellement implanter une épicerie solidaire. Bon. Quand on voit la nature de votre projet, vous allez avoir une brasserie et vous allez avoir quelques cases commerciales et vous allez avoir donc une super. Le souhait du CIL, c'est aujourd'hui effectivement d'installer ça. Mais votre brasserie, le loyer, ça va être, 30-35 000 euros à l'année. Je pense que c'est supportable pour une brasserie. Et on est vraiment au taquet de chez taquet. Après, vous allez avoir, si j'ai bien compris, 2-3 petites cases de 500 mètres carrés, 500 mètres carrés. Vous allez avoir 10 000 euros par case, donc 3 cases, 10 000 euros, 30 000. C'est-à-dire que l'épicerie solidaire, elle devra payer 40 000 euros de loyer. Mais on n'a pas dit qu'on était une épicerie solidaire. Mais il y a des gens. Le CIL a le droit de débattre. C'est-à-dire qu'on n'empêche pas le débat au mais les gens ont le droit de débattre, de réfléchir à des projets. Ce que je veux dire, c'est après, on n'a jamais validé ça. Et puis, par honnêteté, dites-leur que non. Mais on est très honnête avec le CIL. Et on leur a été très clair avec eux, puisque j'ai fait l'ouverture de la séance ici avec le CIL à l'époque. Et ça a été évoqué de suite. On leur a dit attention. On ne parle pas côté supérette et côté. Parce que le débat qu'ils avaient, c'était de savoir ce qu'on souhaitait, c'était un peu bouché, etc. Mais d'ailleurs, à l'ouverture, j'ai dit attention, il n'y aura rien de gratuit. Il n'est pas question que la commune donne des mètres carrés qu'on va construire gratuitement à qui que ce soit. Voilà, c'est tout. Antoine, pardon. Moi, alors, je suis membre du CIL, donc du coup, j'ai un peu un biais, mais. Dans les consultations publiques, puisqu'il y a eu des ateliers qui ont eu lieu, je me souviens, la table du CIL, elle était ici, dans cette salle. Cette question a été abordée. Et dès le départ, alors, il ne s'agit pas d'une épicerie solidaire, hein, c'est une coopérative, c'est pas tout à fait la même chose. L'épicerie solidaire, c'est complètement autre chose. Mais le CIL, dès le départ, a été averti, et je me souviens, Angèle est venue ici, on en a discuté tous autour de la table, etc. On a bien expliqué qu'il y avait un enjeu financier pour la commune de faire rentrer les sous et que les locaux, ils ne seraient pas gratuits. Et encore une fois, vous avez pu exprimer votre point de vue, et je crois que la grande différence, une des grandes différences, à part les éléments factuels que Karine a corrigés, c'est effectivement que la commune ici, nous, on souhaite qu'elle reste propriétaire des locaux. Et ça, c'est vraiment une très très grande différence, j'allais dire politique au sens noble du terme, hein. On a le droit d'avoir des opinions différentes, ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, je crois que c'est très important qu'on reste propriétaire des lieux, des terrains, etc., du CLUS, pour pouvoir faire fructifier, entre guillemets, ce projet-là, et puis qu'on garde aussi le contrôle de ce qui va s'y passer. Et donc, ça nécessite qu'il y ait effectivement de l'argent qui rentre dans les caisses de la commune. Et donc, pour revenir au CIL, puisque c'est votre question, le CIL est parfaitement conscient de ces choses-là. C'est la raison pour laquelle on en a discuté tous ensemble, et moi, encore une fois, je fais partie du groupe qui travaille là-dessus au sein du CIL, et je suis complètement transparent par rapport à ça, et peut-être qu'il y aura d'autres locaux, il y aura peut-être d'autres opportunités, peut-être que dans quelques années, les épiceries coopératives seront subventionnés un peu plus par l'État parce que ça a un intérêt au-delà de l'aspect purement commercial. On peut le voir dans les villages dans lesquels ça se développe. Et donc, en 50 ans, on ne peut pas dire ce qui va se passer. Mais simplement, le fait que la commune garde la main
sur le bail et sur le projet, bah, ça permettra peut-être dans 5 ou 10 ans de faire ce projet-là. Alors aujourd'hui, c'est sûr que c'est pas possible. Il faudra trouver d'autres moyens pour une épicerie coopérative. Mais le CIL en est pleinement conscient, et vous inquiétez pas, ils vont pas le découvrir au dernier moment en disant « Ah bah merde, finalement c'est plus possible ». Donc voilà, encore une fois, ce projet-là il coûte de l'argent, mais il va aussi en rapporter. C'est des calculs qui ont été savamment instruits par les gens qui sont autour de cette table et en qui moi j'ai pleinement confiance. Et donc vous m'avez alerté tout à l'heure sur la faisabilité, ma responsabilité en tant qu'élu, etc., en disant peut-être que par bienveillance, je ne me suis pas tellement intéressé, etc. Bah, écoutez, moi, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec Karine, je lui ai posé des questions, parce qu'elle est disponible et parce que ça m'intéresse. Et moi, aujourd'hui, je prends ce projet-là. Voilà. Maintenant, évidemment, c'est un projet qui est différent du projet qui avait été présenté avant, mais ça, c'est une surprise pour personne. Et moi, je voudrais rajouter qu'on ne peut pas laisser croire que nous votons des projets en ignorant les tenants et les aboutissants. On débat entre nous, on discute, on partage, on échange, on n'est pas toujours d'accord. Mais jamais, autour de cette table, le groupe des élus majoritaires ne vote à l'aveugle. C'est impossible de laisser croire ça. Je vous remercie de la précision. Sur les histoires de commerce et de bêtises de ce qui se passe, on peut très bien laisser au secteur privé la possibilité de créer des commerces, mais d'en interdire certains, ou d'avoir un droit de regard sur les transactions qui peuvent s'effectuer. On est en mairie, on a juridiquement cette possibilité-là. On peut très bien dire ok, bah, tu vas vendre ton commerce, bah, non, bon. C'est notre débat. Je veux dire, là, il faut rentrer là, il y a des groupes. Mais là, en fait, mon idée, c'est. Vous voulez quoi? Vous l'installer, vous voulez acheter des commerces? Non. Moi, je ne pense pas à moi, je pense aux Obésiens. Vous avez des Obésiens qui veulent s'installer sur des commerces eux-mêmes? Il y en a déjà. Non, je pense aux Obésiens dans le sens où ce projet de commerce, comme on l'a démontré, alourdi de 2,5 millions. Non, c'est faux. Les chiffres sont faux. C'est vous qui l'avez présenté dans votre délibération. Si on avait que l'école, on emprunterait 1,440 million. Non, c'est faux. On les regardera ensemble, mais je vous dis que c'est faux. Aujourd'hui, le prix d'école, on a toujours dit qu'en gros, le prix des commerces, c'était un tiers. Aujourd'hui, on est à 1,6 million à peu près qu'on a mis sur les commerces. Donc, je vais reformuler différemment. Si ce que moi, je dis, c'est faux, ça veut dire que le document que vous avez transmis pour l'obtention des subventions est faux. On regarde ensemble. Il n'y a pas de problème. Attention, il n'y a pas de problème. Attention. Donc, le secteur privé, on peut le maîtriser, on peut ne pas avoir de sex shop qui s'installe sur la place du plus, ça c'est tout à fait possible. On peut avoir, on peut choisir ses commerces. Ce que je veux dire aussi, par le propos, et vous le rappeliez, vous avez des échéances qui tombent à partir de 2027, vous avez des remboursements d'emprunts qui s'arrêtent. Est-ce qu'il est nécessaire, aujourd'hui, de partir sur des emprunts de 50 ans qui, vous l'avez vu dans le tableau que vous avez présenté, ont un coût des intérêts qui est hallucinant. On a déjà dit. Alors comme tous les emprunts. Comme tous les emprunts, les coûts sont importants. Alors, il y a 20 ans, 1 million de francs, c'était inaccessible pour beaucoup de gens, c'est aujourd'hui 150 000 euros. Il n'y a que 20 ans. Ce que je veux dire, M. Popo, c'est que si on attendait un tout petit peu, que ces capacités de remboursement se libèrent. Ça fait 20 ans, pas longtemps. Ça fait 20 ans qu'on promet une école à des enfants. Non, je ne parle pas, encore une fois, je veux bien. Il n'y a pas d'école. Je veux bien. Non, mais là, il y a vraiment. Non, mais encore une fois, je veux bien qu'on fasse le distinguo entre l'école et les commerces. Je ne me bats pas contre l'école, je me bats contre la partie commerce de ce projet. Mais c'est là qu'il vous manque des informations et qu'il y a un biais en fait. C'est là où il y a un faux, c'est pour ça qu'on peut en discuter quand vous voulez. Non. Il y a un biais, ben, si je vous propose d'en discuter, ne dites pas non. Donc, mais après, je sais pas, un café, je vous offre. Oui, non mais si, mais j'ai bien compris, je vous battez. Et après, il y a un truc aussi derrière, c'est l'histoire de où ça nous place les commerces, etc. Ce qu'expliquait Angèle tout à l'heure, c'est que là, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a des commerces
C'est pas qu'on maîtrise effectivement quel type de commerce va s'implanter. Honnêtement, ça n'a pas été le sujet. C'est de se dire aujourd'hui que, comme c'était le cas avant sur l'ancien projet, qu'on ait une crèche qui se transforme après en habitation ou qu'il y a autre chose qui se fait sur des terrains qu'on aurait vendus à des prix dérisoires. Là, c'est pas le cas. On garde la propriété du sol et on maîtrise aussi les commerces qu'on a dedans. Et c'est surtout le sujet, c'est surtout qu'on rentre des loyers, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, on rentre plus de loyers que ce que ne coûtent les commerces. C'est ça qu'en fait, et c'est là où on sera sûrement pas d'accord. On verra bien. Écoutez, vous savez quoi, l'avenir nous dira. Peut-être que moi, on aura. Voilà. Attendez, non, on ne peut pas résumer. Mais si, parce que vous êtes alarmiste en disant déjà que vous êtes départi déjà que non seulement dans les commerces, il doit déjà en friche abandonné. On ne peut pas engager la responsabilité d'une commune sur 50 ans en disant l'avenir nous le dira. Mais non, mais c'est vous, vous partez sur le point négatif. Nous, on part sur un postulat où les commerces, on a déjà des commerçants. Je ne peux pas vous dire mieux au moment. On ne peut pas vous dire plus que ça. On n'a pas les commerces on a déjà des commerçants qui sont intéressés avec des prix au mètre carré qu'on a fixés, etc. On a regardé ailleurs. On ne sait pas et on en prend 4 millions. Mais non, mais on ne sait pas, c'est vous qui ne savez pas. Nous, on sait. Non, nous, on sait. On ne sait pas, mais on en prend 4 Mais millions. on a bien compris que vous n'étiez pas pour, pas de souci. Juste pour information, la commune, de toute façon, vous savez, c'est un secret pour personne, mais je dis des communes. Des communes, de moins en moins, il y a de financement de l'État, c'est compliqué d'avoir de l'argent. Augmenter les impôts fonciers, on est déjà au taquet, c'est compliqué. Et un des moyens pour la commune aussi, il ne faut pas se mentir de rentrer des financements, c'est d'avoir des bails commerciaux. Et si on se débrouille bien, à terme, 70% des locaux commerciaux de la commune appartiendront à la commune. Pourquoi 70%? C'est parce qu'on réfléchira à notre projet. Hein? Là, ça fait bien. Très bien. Bon, on passe au vote. Bon, j'imagine 4 contre, c'est ça? Voilà, 4 contre, adopté à la majorité, merci. Nous passons à la délibération suivante. Alors, la délibération suivante, c'est, moi qui l'ai fait, donc la délibération numéro 60-2023, donc majoration de la part communale de la cotisation de taxes d'habitation due au titre des résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale. Alors, nous avons su, puisqu'en fait nous faisons partie des communes qui ont été éligibles donc, à cette majoration de taxes par le décret donc, numéro 2023-822, donc du 25 août dernier, et qui étend le champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants, la fameuse TLV, aux communes qui sans appartenir à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, sont confrontés à un déséquilibre marqué entre l'offre de la demande de logement, entraîne dans des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant. Je rappelle que cette loi a été faite par rapport à ça. Donc, comment la commune d'Aubé était dans le Gard, fait partie des communes qui ont été éligibles, nous avons cette possibilité, donc par ce décret qui entre donc dans le champ d'application sur la taxe annuelle sur les logements vacants, à partir du 1er janvier 2024, et peut ainsi instituer une majoration de taxes d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale. Son taux est compris entre, on a la possibilité de majorer cette taxe entre 5 et 60% de la taxe actuelle. Donc, je rappelle juste que la taxe actuelle qui a été votée en 2016 est à 12,64%, et sur cette taxe, on peut la majorer de 5 à 60%. On va vous proposer de la majorer à 60%, ce qui la fait augmenter de 7 points, et ce qui permettra à la commune de rentrer 32 791 € de plus, puisque c'est, de taxes, pardon, pas de plus, vous verrez, puisque c'est ce que nous avons, non de plus par rapport aux 12%, donc je m'embrouille, on y bon. Donc de plus, 32 000 € de plus, à la majoration en 60%. Si on ne le fait pas, il faut savoir que la fameuse taxe de 2022 donc, sur les logements vacants disparaît quoi qu'il en soit. Donc sur la commune d'Aubé, on avait 5 224 € de taxes qui nous est enlevée du fait que nous sommes éligibles à cette majoration possible. Donc si ce soir on ne votait pas une majoration, il faut savoir que dans les comptes de la commune, on perdait 5 000 €. Là, on vous propose d'en gagner 32 000, soit à peu près 27 000 €, puisqu'il y avait 5 000 € pour que nous perdons. C'était clair, voilà. Et qui va encore financer l'école. Voilà, c'est dommage.
Alors, pour votre information, il y a 133 logements sur OB qui sont concernés par... Je dis logements parce qu'il peut y avoir des propriétaires qui ont 3-4 logements qui sont concernés par cette taxe. Sont exonérés de cette taxe les personnes qui disposent d'une résidence secondaire située à proximité du lieu où elles exercent des activités professionnelles et qui sont contraintes de résider dans un lieu distinct de leur habitation principale. Donc, je donne les 3 exonérations possibles. Dans le cas où la résidence secondaire qui constitue la résidence principale du contribuable, avant qu'il ne soit hébergé durablement dans un établissement type EHPAD. Donc c'est une personne qui est un EHPAD et qui a son logement principal qui est sur B, elle n'est pas considérée comme logement secondaire. Et pour les personnes aussi, ceux qui sont exonérés de cette taxe, celles citées donc ci-dessous, donc qui ne peuvent affecter le logement à leur habitation principale pour une cause étrangère à leur volonté. Donc, grosso modo, c'est pas forcément les EHPAD, ce sont des gens qui sont malades ou quoi que ce soit et qui sont obligés de partir en cure. Ce sont les personnes qui sont exonérées de cette taxe. Donc ce soir, ce qu'on vous propose, c'est ce taux qui est de 12,64%, de l'augmenter, de le majorer, de 60%. Ce qui fera un taux de mémoire de 19,64. Voilà, à peu près. Des questions? Vous avez des questions là-dessus? Non? Si. Oui. C'était sur les journaux. Ouais, sur les journaux, c'était mis. Là, on a été, je ne sais plus combien de communes étaient concernées. On n'a pas demandé, ça nous est tombé dessus. On est plutôt contents. Ouais, après, à long terme, est-ce que c'est voilà, l'idée de rentrer de l'argent en plus dans les caisses, voilà. Et après, sur long terme, il y a quand même pas mal de résidences. Alors, bon, je parle de la Normandie parce que je la connais, mais le Gard certainement aussi, c'est que ces propriétaires de résidences secondaires payent déjà le foncier, bien évidemment, et en plus participent à l'entretien des bâtiments, une bergerie qu'on rénove. Je dis certains. Non mais bon, la vocation de cette loi, c'est de débloquer des logements, puisque tout le monde sait qu'on est un peu de logement en France, de manière générale. Nous, chez nous, dans le locatif, on a des gros soucis sur OB. Les gens cherchent à louer, ils ne trouvent pas de locatif, si je vous parle de ça. Donc cette loi a été faite pour inciter justement les propriétaires qui ont des logements secondaires de plus de délouer et que ce soit moins intéressant à terme de louer pour les vacances. Oui, mais ça va pénaliser quand même les personnes qui vont louer, parce que le propriétaire va quand même répercuter ses frais sur le loyer. C'est des résidences secondaires, ça. Des résidences secondaires, pas pour les résidences secondaires, mais il y a beaucoup qui a besoin de Il y a des déclarations. Mais attendez, s'ils les louent, c'est plus une résidence secondaire. Si, ça reste toujours c'est pas leur résidence principale. Oui, mais c'est pas oui, mais c'est pas une résidence secondaire. Vous comprenez la différence entre quelque chose qui vous appartient et que vous louez à quelqu'un, ou quelque chose qui vous appartient et que vous gardez pour vous comme résidence secondaire, c'est pas la même chose. Dans un cas, vous payez la taxe, dans l'autre cas, vous la payez pas. En fait, il y a une durée d'occupation par le même locataire dans une année. Si vous voulez, si vous faites du Airbnb, là vous allez payer la taxe complète. Mais si vous louez par exemple, je crois que c'est 6 mois d'affilée au même locataire, on est exonéré de cette taxe. Je ne sais plus si c'est 6 mois ou peut-être après, c'est logique. Par le même locataire. Bon, en tout cas, ce sont des rentrées supplémentaires d'argent pour la commune. Féliciter, je veux dire, on ne peut pas non plus demander des choses sans jamais payer. Donc, bon, là, pour l'occurrence, on n'a pas demandé. Donc, du coup, c'est dommage de passer à côté. D'autant plus qu'on perdait les 5 000 € des logements vacants. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions? D'autres questions ou pas? Oui. C'est bon pour vous? On passe au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci.
Ah oui, pardon. Je reviens à la libération d'avant. C'est ça qu'on a fait, non? Ça, c'est 1959. Pour le prêt de 3 millions, on n'a pas voté. Ah, j'ai tiré la conséquence, mais on n'a pas voté officiellement. Donc, du coup, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, on a 4 contre, c'est bien. Pour les 3 millions. Les 3 millions. Voilà, les 3 millions. Contre, donc 4 contre, adopté à la majorité. Et voilà, ça s'abstient. Très bien. Donc, l'ordre du jour est épuisé. Je vais vous faire les informations du maire. Je n'ai pas grand-chose, si ce n'est que vous avez pu tous voir la réouverture donc, de RD12. Donc, les travaux ont été bien réalisés. Ils ont suivi le planning. Pour le coup, on ne peut pas le reprocher. C'était prévu réouverture donc pour le 8, ils l'ont fait pour le 4 en sens alterné, puisqu'ils ont encore des petites missions à faire. Normalement, si tout va bien, à la fin du mois, ça sera terminé. Dans cette opération, avec la commune d'Aubé, on peut se féliciter qu'on a pu finalement avoir le chemin des Escobilles là, qui a été complètement goudronné aux frais du département. On les en remercie, ça m'a coûté la commune. La rentrée des classes s'est bien passée, donc visiblement, les élèves étaient contents, les parents aussi. Je crois que quand les parents évacuent leurs enfants, je comprends qu'ils en avaient marre, ils ont là très longtemps. Et les maîtresses aussi. Si ce n'est en information, c'est que la maternelle, on n'est pas arrivé au seuil qui était souhaité par l'académie, c'est-à-dire qu'ils avaient dit qu'ils réfléchiraient à partir de 85 élèves. Malheureusement, il n'y en a que 82, donc du coup, la classe est fermée, la 4e classe, donc une classe de moyens, on peut dire. Toutefois, l'inspecteur est venu lundi à la rentrée pour compter un peu les élèves, voir la réorganisation, et ils nous ont assuré que si, dans un avenir proche, quoi qu'il en soit, si les effectifs étaient à la hausse, qu'ils réouvriraient la classe, d'autant plus que nous avons les locaux, il y a le matériel, il y a tout, donc c'est pas un problème de construction, quoi que ce soit. Donc là, on a un problème d'effectifs, bon, c'est comme ça, alors, c'est pas nouveau, l'effectif sur la 4e classe a toujours été un peu tendu. Et là, on avait profité un peu des années Covid, on va dire, où bon, ils n'ont pas voulu en faire plus. Mais là, le plan, c'est toujours en cours, il y a toujours du plan. Monsieur le maire, justement, en parlant de l'école, oui. Comment ça se fait qu'on ne peut pas réparer le jeu qui est internet? C'est pas qu'on peut le réparer. Aujourd'hui, il est fermé. Alors que mais aujourd'hui, qu'il soit fermé, c'est parce qu'on ne veut pas que les enfants se blessent. Oui, mais bien sûr, voilà. Mais il y avait toutes les vacances pour le réparer. Oui, mais ça, c'est pas les enseignants que c'est un manque de financement. On est en train de regarder, il est cassé effectivement, donc aujourd'hui on l'a bloqué, on l'avait déjà réparé, il faut savoir que il y avait eu... Il y avait tout le mois de juillet pour réparer... Et Madame Chalet-Serre, je vous rappelle tout ce que vous avez pas réparé pendant des années. Mais oui, mais bien sûr. Vous êtes gentil, il y avait pas à un moment donné, vous comprenez très bien qu'il y a des budgets. Mais non, mais arrêtez, vous voulez que je vous explique que même quand on a fait les travaux de la rampe, vous n'avez même pas les tuyaux d'évacuation d'eau n'étaient même pas raccordés, les pluviales. Vous voulez que je vous montre les photos, bon, comme vous disiez justement qu'il faudrait consulter les travaux, déjà, regardez ce que vous avez fait, ça serait bien. Bon, en tout cas, en ce qui concerne... Je peux critiquer aujourd'hui. Mais vous avez le droit de critiquer, de dire qu'on n'a pas encore réparé le jeu. Effectivement, il n'est pas réparé, il sera réparé quand on pourra le faire. Il est cassé, en tout cas, on l'a mis en sécurité. Et donner des dates, quand même. Voilà. Et le bon de commande a été signé, vous voyez, donc... Après, vous avez été maire pendant 20 ans, vous savez très bien comment ça se passe. Le bon de commande est signé. Ça part. Ça part. Pour garder cette... Mais vous avez bien raison. Eh bien oui, mais très bien. Mais ça, c'est votre avis. Et vous ne pouvez pas dire ça. On s'est battu à l'auteur de ce qu'on a pu faire et on a fait le travail. Quand vous avez été le premier à dire à l'association des maires de ne pas forcer. À l'association des maires, je dis ça, mais à quelle association des maires déjà? Vous, l'association des maires, je dis de ne pas forcer, d'arrêter de dire des bêtises, là, vous mentez. Vous mentez, vous faites la spéculation. Non, je ne mens pas, c'est vous qui mentez. Non, c'est vous qui mentez, madame. C'est vous qui mentez. Regardez ce que vous avez fait. Le résultat de la commune aujourd'hui, c'est 20 ans d'immobilisme de votre part. On paye encore un crédit parce que vous avez créé un déficit de la commune en 2014 de 700 000 euros et on paye un crédit de 600 000. Bon, voilà. En tout cas, le débat est fini, madame, s'il vous plaît. Vous n'avez qu'à le faire sur les réseaux sociaux si ça vous chante et on le fera en réunion publique si vous voulez. Il n'y a pas de souci avec ça, ne vous inquiétez pas. En tout cas, nous, on assume. Le bon de commande est parti, vous voyez, de le dire. Et c'est un fait. Et ils seront ravis, comme ça a été le cas. Quand on est arrivé en 2020, je vous rappelle que le jeu ne marchait pas. C'était vous, d'accord? Et c'est vous qui n'avez pas réparé. Donc, ne venez pas nous voir, nous, dire qu'on n'a pas réparé. En 2020, quand on a pris les fonctions de la mairie, le jeu était fermé. Il était fermé. On a les photos, on les montrera. Il était fermé, le jeu.
Il n'était pas réparé. En 2020, quand on est arrivé sur la maternelle, vous n'avez jamais rien fait. On a changé les fenêtres, vous n'avez jamais voulu changer. Oui, madame. En 2020, on a créé un WC pour les enfants de l'école élémentaire, pour les filles, parce que pendant des années, ça ne vous a jamais inquiété que les garçons et les filles allaient dans le même WC. C'est complètement illégal. Vous avez l'argent pour le faire. 20 000 €, ce n'était pas énorme. Vous n'avez jamais payé en compte tout ça pour nos élèves. Alors à un moment donné, quand vous nous expliquez, vous avez fait un plan à 130 dans la maternelle et pardon, dans l'école élémentaire, pendant des années, vous étiez parfaitement au courant. Absolument pas. Si vous étiez au courant, à la poste, vous avez fait l'étude en 2013, vous avez fait l'étude, parce que c'était jusqu'en 2014, et vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, vous ne l'avez pas validé. Vous ne l'avez pas validé. Alors, ne dites pas que vous êtes au courant parce que j'ai le document. Et oui. Bien sûr, vous avez mis la population en danger par votre plan d'action, madame, pour des problèmes sanitaires, et notamment à l'école élémentaire. Qui nous programme 130 de programme. Il n'y a pas de bouteille d'eau. Alors, où est le plan? Non, mais moi je vous le dis, madame. Attendez, vous racontez ce que vous avez Non, mais bien sûr, ne racontez pas de bêtises. Vous avez un bilan qui est catastrophique et on le sait. On le sait, catastrophique votre bilan, on ne le pardonnera jamais. Non, mais moi, en tout cas, je fais en sorte que les élèves ils soient au moins en situation sanitaire. Voilà, c'est tout. Vous n'avez rien fait à ce niveau-là. Alors, vous n'allez pas vous donner les leçons. On va donner. Ah oui. Vous avez rien, on va donner. Ah ouais. Voilà. Elle a envie de m'empoisonner. Ça prouve bien que ça fait peut-être longtemps que c'est comme ça. Bon, voilà. C'était le dernier mot. Merci à vous. Merci à vous tous. Et à bientôt.